Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord effectivement à remercier chaleureusement Franck, Ariana et tout le monde à la Cinémathèque de m'avoir invité à parler de ce sujet et d'avoir invité également Walter. Je crois qu'on avait parlé de ça la première fois à Bologne l'an dernier, au mois de juin. Je me souviens plus si c'était une coïncidence où vous m'aviez dit mais on essaye de mettre en place une rétrospective Free Cinema, nouvelle vague britannique. Est-ce que, comme tu as des liens avec le BFI, est-ce que tu peux nous aider? Et en fait, moi, j'avais dit, ça fait effectivement assez longtemps que j'étudie la question et que je côtoie Walter et d'autres qui étaient impliqués dans le Free Cinema. Donc, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être là ce soir et de vous apporter ce chef opérateur légendaire qui est Walter. Donc ce que je vous propose de faire moi ce soir, c'est tout d'abord effectivement, comme l'a dit Franck, de vous donner une vue d'ensemble de ce qu'était le Free Cinema et la nouvelle vague britannique, car ce sont des sujets qui restent assez méconnus en France, pour preuve la difficulté de trouver des copies de ces films sous-titrés en français. D'ailleurs, dès 1962, ce manque d'intérêt pour ce qui se passait de l'autre côté de la Manche était déjà critiqué par Jean-Paul Thorok dans Positif, comme vous pouvez le voir. Dans un deuxième temps, je demanderai à Walter Alassali de me rejoindre sur scène pour une discussion sur les débuts de sa carrière de chef opérateur et notamment son implication dans le Free Cinema et dans tous les films dont nous allons parler aujourd'hui et que vous allez avoir l'occasion de voir durant cette rétrospective, mais aussi sur les innovations techniques qu'il a contribué à révolutionner à cette époque. Tout au long de mon intervention, j'illustrerai mes propos de documents rares, iconographiques et d'archives que j'ai pu accumuler tout au long de mes recherches sur ce thème, ainsi que quelques courts extraits des films en question, pas trop, parce que je sais que vous allez de toute façon avoir l'occasion de les voir durant cette semaine ou ces 15 jours. Donc je vais vous forcer un petit peu à revenir pour les voir dans leur entièreté. Mais donc commençons par le commencement. Pardon. Qu'est-ce que le Free Cinema? Comment est-ce qu'on peut le définir? C'est une question pas aussi simple qu'elle en a l'air, ce qu'a d'ailleurs plus tard admis le cinéaste Lindsay Anderson, futur réalisateur de If, pour ceux qui l'ignorent, et leader incontesté du Free Cinema, comme vous pouvez le lire ici. En effet, la plupart des études sur le cinéma britannique des années 50 et 60 ont eu tendance à assimiler, sous le nom générique de Free Cinema, les documentaires semi-amateurs réalisés par un groupe de jeunes critiques et cinéastes emmenés par Lindsay Anderson et Carol Rice dans les années 50 d'une part, et les longs métrages réalisés entre la fin des années 50 et le début des années 60, pour certains par les mêmes réalisateurs. Ces derniers films étaient des œuvres de fiction basées sur des pièces de théâtre ou romans de l'époque, aussi connus sous le nom de British New Wave, nouvelle vague britannique, social realism, réalisme social, voire kitchen sink realism, littéralement réalisme dévié de cuisine, cette dernière appellation ayant été utilisée généralement avec une connotation plutôt négative de ce mouvement. Bien qu'il y ait une connexion vraiment évidente entre ces deux corpus de films, comme nous allons le voir maintenant, je crois qu'il est quand même important de ne pas totalement les assimiler en une seule et même entité. Donc, au sens strict du terme, Free Cinema est le nom donné à une série de 6 programmes de films projetés au National Film Theatre, la cinémathèque du British Film Institute à Londres, entre février 1956 et mars 1959. Ces 6 programmes furent organisés par un groupe de jeunes critiques, apprentis cinéastes et techniciens, emmenés par Lindsay Anderson. 3 de ces programmes, le premier, le 3e et le 6e, consistèrent de courts-métrages documentaires ou quasi-documentaires britanniques. Et ce sont sur cela que nous allons bien sûr nous concentrer ce soir. Les 3 autres programmes, le 2e, 4e et 5e, présentèrent pour la première fois en Grande-Bretagne des œuvres de jeunes réalisateurs venus d'autres pays, reconnaissant et célébrant par là la dimension internationale du renouveau du cinéma à cette époque. Le 5e programme, qui nous intéresse peut-être plus particulièrement, présentait ensemble, dès septembre 1958, le court-métrage Les Mistons de François Truffaut et Les Cousins de Claude Chabrol, sous le titre générique de French Renewal, ou Renouveau français, et cela donc plusieurs mois avant que ce renouveau devienne connu en France sous le nom de Nouvelle Vague.
Cette lettre de Lindsay Anderson à François Truffaut à cette époque montre bien les relations amicales que le groupe du Free Cinema entretenait avec celui des Cahiers du cinéma. Anderson était un francophile, il était proche de Serge Reggiani et passait beaucoup de temps en France à cette époque. La grande diversité des 22 films projetés dans le cadre des 6 programmes du Free Cinema ne nous aide pas vraiment à avoir une grande cohérence thématique ou esthétique entre ces 6 programmes, si ce n'est qu'elle confirmait l'émergence d'un renouveau éclectique du cinéma à l'échelle internationale à la fin des années 50 et dont le Free Cinema aurait été la première incarnation cohérente et annonciatrice peut-être d'autres nouvelles vagues dès février 1956. Ce qui a émergé comme un corpus de films d'une assez grande cohérence, ce sont les 11 films britanniques du Free Cinema, réalisés pour la plupart par Anderson et ses amis, et inclus dans les 3 programmes britanniques. C'est bien cet ensemble de films, ainsi que la doctrine édictée dans les divers manifestes qui les ont accompagnés, qui constituent véritablement ce qu'on a pu appeler, ce qu'on appelle le mouvement du Free Cinema. Quelques mots maintenant sur les origines de ce mouvement important de l'histoire du cinéma britannique. Ce qu'il est à mon avis important de noter, c'est que si le Free Cinema est peut-être bien devenu un mouvement cinématographique, aussi limité qu'il ait pu être, et je sais que Walter a une opinion sur ce sujet, dont il nous parlera tout à l'heure, il n'a pas été conçu comme tel, comme un mouvement dès le départ, bien entendu. L'idée du Free Cinema est venue principalement pour des raisons pratiques. Au début de l'année 1956, Lindsay Anderson, Carol Rice et Tony Richardson, ainsi qu'une jeune Italienne basée à Londres depuis plusieurs années, Lorenza Mazzetti, se sont retrouvés avec des courts-métrages qu'ils avaient récemment terminés, mais qu'ils n'arrivaient pas à projeter, nulle part. Ils eurent alors l'idée de les projeter ensemble au National Film Theatre, la fameuse cinémathèque du BFI, et cela pendant 4 jours successifs, du 5 au 8 février 1956. Ça, ce sont les files de spectateurs attendant d'entrer dans le National Film Theatre pour une de ces 4 projections de février 1956. On peut se demander comment des jeunes cinéastes, jusqu'alors parfaitement inconnus du grand public, ont pu parvenir à leur fin et de projeter leurs films dans la Cinémathèque nationale. Eh bien, le projet fut grandement facilité par 3 choses. Tout d'abord, Carel Rice, co-réalisateur d'un des films, Mama Don't Allow, était depuis 1953 le programmateur en chef du National Film Theatre. Et que Lindsay Anderson était régulièrement invitée à y programmer des rétrospectives, dont la première grande rétrospective sur John Ford en 1955. Ensuite, 2 des 3 films du programme avaient été financés par un fonds d'aide à la production expérimentale créé par le BFI. Enfin, les membres du groupe écrivaient régulièrement, et ce depuis plusieurs années, dans Sight and Sound, le magazine de la cinéphilie britannique, lui-même publié par le BFI. On commence donc à mieux cerner les liens privilégiés qui existaient entre le Free Cinema et le BFI. Les deux avaient à y gagner, bien entendu. Les cinéastes du Free Cinema avaient besoin des financements, de la cinémathèque et du magazine du BFI pour exister. Quant au BFI, il profitait pleinement de la publicité générée par ce nouveau mouvement de renouveau du cinéma britannique, auquel il était, bien entendu, étroitement associé. Les jeunes gens du groupe choisirent comme titre de leur programme l'appellation Free Cinema, ou cinéma libre. Et ils eurent l'idée de rédiger un petit manifeste qui fut reproduit dans la note de programme créée spécialement pour l'occasion. Ce véritable coup de pub eut tellement de succès que l'événement fit l'objet d'une intense couverture médiatique. Les cinéastes furent interviewés plusieurs fois à la télévision par la BBC et durant les 4 jours que dura le programme, chaque projection afficha complet, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Voici comment l'événement fut rapporté par The Evening News, un quotidien de Londres, et voici l'article original, et ce qui suit est ma traduction. Toutes les barbes, duffel coats, coupes en brosse et paires de jeans de Londres ont semblé converger vers le National Film Theatre dans le quartier de South Bank hier soir. Des files de cinéphiles, plus longues que celles du Festival of Britain de 1951, ont patienté sous la pluie pendant des heures dans l'espoir de voir 3 courts-métrages qui, en 4 jours, sont devenus le sujet de toutes les conversations. Voilà quelques photos des duffel coats et des jeans. Le succès de ce programme initial fut tel qu'il incita les membres du groupe organisateur et le BFI à poursuivre l'aventure du Free Cinema pour 5 autres éditions jusqu'en 1959, chacune étant accompagnée d'une petite note de programme en forme de manifeste présentant les idées du groupe. Certains commentateurs
Et les membres du Free Cinema eux-mêmes ont parfois insisté par la suite sur le fait que le Free Cinema avait surtout été un coup de pub, certains allant même jusqu'à parler de canular, et que le manifeste n'avait été qu'un moyen finalement de donner aux journalistes une occasion facile de pondre un article, selon les propos de Lindsay Anderson. Pourtant, il est assez facile, je crois, d'argumenter que le Free Cinema était quand même un petit peu plus que ça. Cette attitude en commun, pour reprendre les termes du manifeste, qu'avaient les films inclus dans le programme initial, et les 2 programmes britanniques suivants, était loin d'être aussi fortuite que les cinéastes du groupe ont pu le prétendre plus tard. Si Oh Dreamland, Together et Mama Don't Allow, les 3 films du premier programme, avaient été en effet réalisés indépendamment les uns des autres, les mêmes noms clés apparaissaient au générique de chacun des films. Et c'est certainement un des éléments qui contribue à en faire un mouvement cohérent. Tu étais très jeune, oui. Les films avaient été réalisés par un groupe d'amis et de collaborateurs, certains réguliers, d'autres de passage, qui partageaient les mêmes idées sur le cinéma et travaillaient instinctivement bien ensemble. Voici 2 photos, par exemple, qui montrent bien cet esprit de groupe des membres du Free Cinema. Un premier lien crucial entre la plupart des 11 films britanniques du Free Cinema était 2 jeunes techniciens hors du commun. Le caméraman et chef opérateur Walter Lascelles, ici présent, et le preneur de son, monteur, mixeur et caméraman John Fletcher. Nous reviendrons un peu plus tard sur la contribution de ces 2 techniciens d'exception à la technique novatrice du Free Cinema. Les films mettaient aussi en pratique une nouvelle vision du cinéma conceptualisée depuis plusieurs années par le groupe, et plus particulièrement par Lindsay Anderson, dans leurs écrits dans 2 magazines clés. Tout d'abord Sequence, qu'Anderson co-dirigea de 1947 à 1952, puis dans Sight and Sound, le magazine publié par le BFI dès le début des années 50. Cette vision se caractérisait d'abord par plusieurs rejets importants. Les cinéastes accusaient la grande majorité du cinéma britannique d'après-guerre d'être un cinéma sclérosé, conventionnel, peu curieux et ouvert aux nouvelles idées, enfermé dans les studios. Pour le groupe du Free Cinema, l'immense majorité de la production britannique des années 50 était totalement coupée de la réalité de la vie contemporaine en Grande-Bretagne, et condamnait en particulier la représentation stéréotypée et condescendante des classes populaires. Comme ils le programmèrent dans le tract du 3e programme, je cite, « Le cinéma britannique est toujours obstinément un cinéma de classe qui rejette toujours le stimulus de la vie contemporaine ainsi que la responsabilité de critiquer. Il reflète aussi toujours la culture métropolitaine du sud de l'Angleterre qui exclut la riche diversité des traditions et de la personnalité qu'est la Grande-Bretagne dans son ensemble. » Difficile en lisant de tels commentaires de ne pas voir un certain parallèle avec l'attitude des critiques des cahiers du cinéma, et de Truffaut en particulier, face au cinéma français dit de qualité, à peu près à la même époque. Quant à la production documentaire britannique officielle, issue de la fameuse école documentaire menée par John Grierson dans les années 30, eh bien son incarnation d'après-guerre était critiquée avec autant de virulence par le groupe du Free Cinema, qui la jugeait, à juste titre sans doute, comme étant complètement à bout de souffle. Elle avait en effet perdu une grande partie de la créativité et de l'humanité qui avait caractérisé les films de cette école avant et durant la Deuxième Guerre mondiale. Il projetait dorénavant une image assez archaïque de la société britannique, et les films documentaires institutionnels étaient maintenant conçus en comité et planifiés comme des produits industriels, le réalisateur étant souvent relégué à un rôle de simple technicien. Le seul documentariste de cette époque qui trouvait grâce aux yeux des cinéastes du Free Cinema, et notamment à ceux de Lindsay Anderson, qui voyait en lui le seul vrai poète du cinéma britannique, était Humphrey Jennings, qui, en à peine 10 ans d'une carrière cinématographique interrompue brutalement par sa mort accidentelle en 1950, avait signé quelques-uns des plus beaux et des plus personnels films documentaires de l'histoire du cinéma britannique, et avait notamment totalement renouvelé le genre généralement cadenassé du film de propagande en temps de guerre. Et je crois que certains des films de Jennings seront ou ont été projetés durant cette rétrospective, et je m'en réjouis. Comme Jennings avant eux, les cinéastes du Free Cinema clamaient donc leur croyance en l'importance des gens et de la vie de tous les jours, comme ils l'écrivent dans leur manifeste initial. À travers leurs courts-métrages, ils tentèrent de réhabiliter une vision des gens ordinaires, et en particulier de la classe ouvrière, objective et honnête, sans misérabilisme,
parfois critiques, mais toujours pleines de respect et d'affection. Ces cinéastes étaient notamment intéressés par les loisirs de masse et la culture populaire, et en particulier les préoccupations de la jeunesse britannique d'après-guerre, qu'ils refusaient de juger avec la même sévérité que le faisait le cinéma et les autres médias anglais de cette époque. Ainsi, Carol Rice et Tony Richardson, co-réalisateurs de Ma Badantela, déclaraient dans la note de programme qui accompagnait leur film, je cite, « Nous n'avons pas eu besoin d'adopter les postures de classe propres au cinéma britannique. Nous nous sommes sentis le droit de ne pas poser un regard désapprobateur sur les Teddy Boys ou condescendant sur les vendeuses de magasins et de ne pas verser dans l'hystérie ou le on va y arriver, hein, le sensationnalisme, j'y suis arrivé, en abordant certains sujets lorsque ni l'une ni l'autre ne se justifiait, quand bien même ce fut l'angle communément adopté. Les Teddy Boys étaient ces adolescents anglais un peu loupards des années 50. Les cinéastes du free cinema se faisaient les avocats d'un cinéma éminemment personnel, le réalisateur étant libéré à la fois du carcan de la production commerciale et des demandes des sponsors institutionnels ou commerciaux. Comme le dit le manifeste du free cinema, je cite, « En tant que cinéaste, nous pensons qu'aucun film ne peut être trop personnel. » L'approche distinctive du free cinema était donc de combiner ce concept de la liberté totale du cinéaste, en tant qu'artiste responsable de son film, avec l'idée que ce cinéaste doit être un commentateur engagé et alerte de la société qui l'entoure. Cette notion d'engagement devant être comprise comme étant plus morale que politique, que couvertement politique. Afin d'examiner plus en détail l'esthétique propre au free cinema, nous devons appréhender le lien absolument crucial qu'il existait entre les conditions de production des films et la technologie disponible d'une part, et l'esthétique de ces films d'autre part. Et pour cela, nous devons revenir à un article clé que Lindsay Anderson écrivit dès 1948 dans Sequence, titré « A Possible Solution », une solution possible. Dans cet article, après avoir virulemment attaqué le cinéma britannique de l'immédiate après-guerre pour son style et sa technique conventionnelle, il appela au développement de productions indépendantes et même artisanales, qu'il appela l'avant-garde au sens le plus large. Il écrivit à propos de ces films, je cite, et c'est ma traduction à nouveau, « Leurs limites sont criantes, la forme est déficiente, la pellicule utilisée est souvent de qualité médiocre, l'éclairage varie d'une scène à l'autre, et les décors, quand il y en a, ne sont guère convaincants. Et pourtant, ces films ont moins vieilli, ou en tout cas accusent moins le poids des ans que certaines productions plus élaborées, parce qu'ils étaient imperméables aux modes et préjugés de leur temps. L'exécution découle de la conception, pas des exigences du box-office. Ils conservent leur fraîcheur, leur spontanéité et leur caractère personnel. D'une certaine manière, la nature du problème est plus économique qu'artistique. » Cette dernière phrase est bien sûr cruciale, car elle reconnaît le lien direct entre les ressources financières et techniques disponibles et les choix esthétiques des cinéastes. Et c'est cette croyance en une véritable esthétique de l'économie, d'une certaine manière, qui est le point de départ de la philosophie du free cinéma, je pense. Anderson conclut son article en déclarant, je cite, « Si les artistes veulent être libres de faire les films sur ce qu'ils veulent, ils doivent les faire bon marché. » Produits avec très très peu d'argent, les films du free cinéma n'avaient bien entendu pas le fini des films de studio ou des documentaires officiels, mais pour Anderson et son groupe, ce n'était non seulement pas un problème, mais c'était même la source de leur art, ou comme Anderson aimait à le qualifier, de leur poésie. C'est d'ailleurs en ces termes que le manifeste du 3e programme du free cinéma réaffirma cette vérité, une fois encore je cite, et c'est ma traduction, avec une caméra 16 mm, comme il y en a une dans cette boîte, des ressources minimes et aucune rémunération pour vos techniciens, vous ne pouvez pas réaliser grand-chose en termes commerciaux. Vous ne pouvez pas réaliser un long métrage et vos possibilités d'expérimentation sont restreintes. Mais vous pouvez utiliser vos yeux et vos oreilles. Vous pouvez donner des indications, vous pouvez faire de la poésie. Après ces quelques considérations un peu théoriques, il est temps d'examiner la pratique du free cinéma. Les films britanniques du mouvement peuvent, à mon avis, être séparés en 2 groupes distincts. Ceux qui ont répondu de façon assez précise à la théorie édictée par Lindsay Anderson, dans la mesure où ils ont été produits en 16 mm, avec des moyens financiers extrêmement minimes, des équipes techniques réduites au minimum, des équipements rudimentaires et des techniciens non rémunérés, et ceux
produit en 35 mm dans des conditions un petit peu plus professionnelles et avec une qualité de production un peu supérieure. Dans la première catégorie, on retrouve, je placerai les films suivants. Et avant de continuer, je vais faire une petite pause et vous montrer deux courts extraits de deux de ces films. Mama Don't Allow, de Rice et Richardson, qui montre un samedi typique dans un club de jazz du nord de Londres, au milieu des années 50, et qui a été filmé par Walter. Et je vous montrer un petit bout de Nice Time des Suisses Alain Tanner et Claude Goretta, qui montre aussi un samedi soir, mais cette fois un samedi soir typique, mais cette fois à Piccadilly Circus au centre de Londres. Une première chose qu'il est intéressant de noter, toujours dans cette optique de lien entre les conditions financières et techniques de production des films et leur esthétique propre, c'est que les films de cette liste ont tous, à l'exception de celui de Lindsay Anderson, été financés par une minuscule subvention du British Film Institute, une subvention qui allait de 500 à 2000 livres. Le BFI, par l'intermédiaire d'un comité de sélection dirigé par le grand producteur des studios Dealing, Michael Balcon, finançait des projets de courts-métrages expérimentaux avec la promesse de laisser aux réalisateurs sélectionnés une grande liberté créatrice dans la réalisation de leurs films. Mais cette subvention minuscule ne leur permettait que de réaliser des œuvres semi-amateurs totalement hors du système industriel de production cinématographique, bien entendu. Les films que je viens d'évoquer ont tous, à part Together, été tournés en 16 mm à l'aide de la célèbre caméra Bolex H16. Cette caméra était petite, compacte et relativement légère, facilement transportable et manipulable à l'épaule, comme nous l'expliquera plus en détail Walter Lassaly dans un petit moment. Ce qui permettait aux cinéastes et à leurs techniciens de sortir du studio pour aller filmer la société britannique là où elle vivait, à savoir dans les rues, les usines, les pubs, les clubs de jazz, les fêtes foraines ou encore les clubs de jeunes comme dans We Are the Lambeth Boys. Tout ça sans être remarqué ou, tout du moins, sans être trop intrusif. Mais cette même caméra avait aussi
plusieurs limites. Elle était assez bruyante, car sans caisson d'insonorisation, et comme elle fonctionnait à l'aide d'un moteur mécanique à ressort, chaque prise était limitée à une vingtaine de secondes tout au plus. Les plans étaient donc généralement d'assez courte durée, ce qui nécessitait un montage créatif. Comme le dit assez justement Walter dans son autobiographie, la vraie créativité des films du free cinéma venait surtout à la table de montage et de mixage, c'est-à-dire, et c'est là que les films prenaient toute leur dimension poétique. Le son, justement, était enregistré sur des enregistreurs sonores portables rudimentaires, ne disposant pas encore de système de synchronisation avec la caméra. Il était donc virtuellement impossible d'obtenir une synchronisation son-image. Mais là encore, plutôt que de voir ça comme un problème, les cinéastes du free cinéma tiraient avantage de cette limite en composant un riche patchwork de sons, comme vous avez pu le voir notamment de l'extrait de Nice Time. Multitude de bruits urbains, bribes de dialogue, musique diégétique, mais aussi parfois de la musique composée pour l'occasion, le tout faisant écho aux images, les commentant, mais aussi en les contredisant. L'hymne national anglais sur les images de la pub de Coca-Cola, par exemple. Cette relation complexe et poétique entre le son et l'image, et ce malgré des moyens plus que limités à la disposition des cinéastes et des techniciens, mais grâce notamment à l'inventivité de ces techniciens, fut une vraie marque de fabrique du free cinéma. Le budget très limité impliquait, comme nous l'avons dit, une équipe de tournage très restreinte, qui pouvait donc se fondre dans la masse. D'ailleurs, les documents de production, comme ceux-ci, sur ces films, montrent les méthodes de production assez similaires. Les cinéastes et leurs équipes passaient en général plusieurs semaines en compagnie de leurs sujets, souvent chaque week-end pendant plusieurs mois, les observaient et apprenaient à les connaître et à gagner leur confiance, comme on peut le voir sur ces clichés du tournage de We Are the Lambeth Boys. La plupart des films du free cinéma ont d'ailleurs, malgré leur budget très limité, été tournés pour la plupart sur plusieurs mois, et généralement le week-end, car les techniciens et ou les cinéastes ne travaillaient pas sur d'autres choses et faisaient ça sur leur temps libre. Même si certains des films ne refusaient pas d'introduire une dimension narrative, voire parfois fictionnelle à leurs films, et ont pu avoir recours à la mise en scène de certaines situations, ces films gardaient une grande part d'impulsif. Même les films les plus écrits ne ressemblaient que peu au final au script de départ. Rice et Richardson ont d'ailleurs défini cette approche de la manière suivante, je cite, « Vouloir ce que vous avez plutôt que d'aller chercher ce que vous voulez ». Quelques mots maintenant sur la deuxième catégorie des films du free cinéma, à savoir les deux films qui ont pu être réalisés avec un peu plus de moyens financiers, entre 5 et 10 000 livres, soit plus de 10 fois le budget des films cités précédemment, et dans des conditions techniques, par conséquent, un peu plus professionnelles. Ces deux films, Every Day Except Christmas de Lindsay Anderson et We Are the Lambeth Boys de Kyle Rice, tous deux filmés par Walter Lassaly, sont en général considérés comme les plus aboutis du free cinéma. Et ils ont d'ailleurs tous les deux été primés de nombreuses fois dans les grands festivals. Les deux films ont pu bénéficier du soutien d'un excellent producteur de documentaires, Léon Clore, et ont pu être tournés en 35 mm. Il est intéressant de noter que la relative aisance financière de ces deux films est due à un mécène assez inattendu, à savoir la société automobile Ford. En 1956, Kyle Rice avait quitté son travail de programmateur au BFI et fut embauché par Ford pour s'occuper de leurs films publicitaires. Il n'accepta ce poste qu'à la stricte condition de pouvoir aussi produire, dans le cadre de son nouveau travail, plusieurs films documentaires non promotionnels, avec une liberté totale de thème et de style pour le cinéaste. On devait simplement voir quelques camionnettes Ford une fois de temps en temps, je crois que c'était la seule condition de Ford. Il convia son ami Lindsay Anderson à réaliser le premier film et réalisa lui-même le second. Les deux films ont été filmés par Walter Lassaly, comme je l'ai dit, avec une autre caméra populaire de l'époque, la caméra Arriflex 35 mm, qui était apparue à la fin des années 30 et était très utilisée dans les années 50 pour les reportages et les productions indépendantes en général. Elle allait être la caméra des nouveaux cinémas du monde entier dans les années 60. Et une fois encore, Walter vous en dira un petit peu plus sur cette caméra, mais comme vous pouvez le voir, c'était une caméra qui restait assez discrète et transportable et qui tenait assez bien à l'épaule, ce qui rendait assez aisé les tournages en extérieur. L'utilisation du 35 mm donne sans nul doute à ces deux films une image de bien meilleure qualité que les petits films du free cinéma. Un aspect crucial de la production est bien entendu l'utilisation par Walter Lassaly pour la première fois dans Every Day Except Christmas à la fin de 1956 d'une nouvelle pellicule Ilford très très sensible, la fameuse HPS,
qui permettait à l'équipe de tournage de filmer la nuit et quasiment sans lumière ajoutée. La pellicule HPS a aussi été utilisée dans sa version 16 mm par John Fletcher en Nice Time, que vous avez vu précédemment, et qui fut tournée à la même période. La bande-son est aussi plus professionnelle et donc de meilleure qualité, et le budget permet l'ajout d'une bande originale composée spécialement pour le film, ainsi qu'un commentaire en voix off. Les cinéastes et leurs techniciens ont également tenté d'introduire certaines séquences où le son et l'image étaient synchronisés, avec plus ou moins de réussite dans Every Day Except Christmas, mais de façon plus affirmée dans We Are the Lambeth Boys, où des séquences entières de discussion entre les adolescents du club sont parfaitement synchronisées. Dans cette photo du tournage de We Are the Lambeth Boys, on remarque le blimp improvisé par Walter Lassalle, un duvet en gros, pour rendre la caméra aussi silencieuse que possible. Enfin, du fait de leur budget plus conséquent, ces deux films peuvent se permettre d'être plus longs, à plus de 40 minutes, ce qui leur donne le temps de développer une trame narrative plus élaborée que les premiers films du free cinéma. Cela dit, et c'est un sentiment peut-être très personnel, je ne peux m'empêcher de penser que ces deux films gagnèrent en qualité technique et en structure plus construite, en images plus léchées, ils le perdirent un petit peu en capacité d'expérimentation un peu sauvage. De plus, l'addition d'un commentaire en voix off assez omniprésent dans ces deux films, même s'il était plus poétique que purement informatif, semble renvoyer à une forme un petit peu plus, finalement, un peu plus classique du documentaire. D'une certaine manière, les films du free cinéma qui correspondent le plus précisément à la définition originelle de Lindsay Anderson dans son article de 1948, ce sont peut-être les petits films fauchés et réalisés en 16 mm, plus ces films-là que les deux films sponsorisés par Ford. Avant de continuer, je vais vous passer quand même un tout petit extrait de Every Day Except Christmas pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'étaient ces films tournés en 1935. By 10 or 10:30, the rush is over. In the flower market, people begin to relax. George, who came on at midnight, can put his empty boxes away, and Alice can get her weight off her feet. For the boys who came on at midnight, this is the end of the day. For the others, it's just a break, then across to the shops for another 3 hours or so. Late in the day, when prices have fallen, the old ladies come round who sell their flowers in the London streets. But things aren't what they were. Later on in the week, though. Donc, quoi qu'il en soit, ces deux films de Lindsay Anderson et Carol Rice prouvent bien qu'ils étaient maintenant prêts à évoluer rapidement vers des projets plus ambitieux. Le free cinéma étant donc, d'une certaine manière, pas vraiment une fin en soi, mais une première étape dans leur développement de cinéaste. Cela semble confirmé par le constat assez désabusé livré par les cinéastes dans le manifeste du dernier programme du free cinéma en mars 1959. Je cite : « L'effort que représente la réalisation de films dans ces conditions, hors du système, est considérable et ne peut être respecté indéfiniment. Il n'y a pas que l'aspect financier. À chaque fois qu'un film est terminé, il faut livrer le même combat pour obtenir le droit de montrer notre travail. Comme le dit le fou qui tape sa tête contre un mur, ça fait du bien quand ça s'arrête. » Le manifeste se terminait par un laconique et définitif « Free cinema is dead, long live free cinema ». Le groupe devait effectivement reconnaître que malgré le succès d'estime du free cinéma, les files d'attente devant le National Film Theatre et les prix obtenus dans les festivals, il n'avait pas réussi à faire évoluer les structures du cinéma britannique, les structures industrielles du cinéma britannique. Les films indépendants n'avaient toujours pas accès au circuit des cinémas commerciaux et les financiers de l'industrie du cinéma britannique, tout comme les syndicats de techniciens, dans une certaine mesure, restaient insensibles aux projets innovants qui sortaient du cadre conventionnel de production.
Ce constat d'échec allait aussi être exprimé par Walter Lassalle, qui signait une tribune titrée « Dead Hand » ou « Main morte » dans Sight and Sound en 1960, dans laquelle il s'indignait une nouvelle fois contre l'immobilité et l'apathie du cinéma anglais, regrettait le peu d'impact qu'avait eu le free cinema et regardait jalousement les récents développements du jeune cinéma de l'autre côté de la Manche. Pourtant, certains signes positifs étaient bien là. Dès 1959, le réalisateur Tony Richardson avait fondé sa propre société de production indépendante, Woodfall Films, avec le dramaturge John Osborne, et avait produit et réalisé le film Look Back in Anger, basé sur la pièce d'Osborne, qui avait révolutionné le théâtre anglais en 1956, la même année que le premier programme du free cinema. Ce film et cette nouvelle société de production inauguraient en quelque sorte la rencontre entre le free cinema et le courant littéraire des Angry Young Men, ou jeunes hommes en colère, qui se rebellaient par l'intermédiaire de leurs pièces ou leurs romans contre la société anglaise sclérosée et l'establishment, et dont les héros étaient issus des classes modestes. On voit donc bien comment les cinéastes du free cinema allaient assez naturellement s'accaparer ces héros pour réaliser des films au contenu thématique et esthétique qui restaient dans la lignée de leurs documentaires des années 50. La plupart des jeunes héros de ces films semblent tout droit sortis d'un documentaire de Rice ou Anderson. Suite au succès de Look Back in Anger, la société Woodfall allait produire plusieurs de ses films, dont Saturday Night and Sunday Morning de Carel Rice, adaptation d'un roman d'Alan Sillitoe, A Taste of Honey, que vous allez voir si vous restez après cette conférence, sur une pièce de Sheila Delaney, et La solitude du coureur de fond, encore une adaptation d'un roman d'Alan Sillitoe, tous deux réalisés par Tony Richardson et photographiés par Walter Lassalle. Anderson, le leader incontesté du free cinema, sera finalement le dernier à avoir l'occasion de se lancer dans le long métrage de fiction en 1962 avec The Sporting Life, adapté d'un roman de David Story. Mais je crois que vous avez eu l'occasion de le voir hier ou avant-hier. Au total, c'est donc une petite dizaine de films dans cette mouvance qui allaient voir le jour en l'espace de 3 ou 4 ans. Comme vous pouvez le voir sur cette liste, leur budget était ceux d'un vrai long métrage réalisé dans des conditions professionnelles. On se souvient des 500 livres que coûtaient les plus modestes films du free cinema. Mais il restait des budgets très modestes par rapport à la moyenne des films commerciaux anglais de l'époque. Ils étaient bien sûr tournés en noir et blanc, ce qui était autant un choix esthétique qu'une contrainte budgétaire, et avec des équipes techniques réduites au minimum, mais constituées de techniciens compétents, innovants et enthousiastes, car l'indépendance de la maison de production Woodfall faisait que le choix des techniciens n'était pas imposé par les financiers. Les films de la British New Wave favorisaient le tournage en extérieur, mais aussi le tournage en région, car la plupart des pièces et romans sur lesquels ils étaient basés situaient leur action dans les villes du nord de l'Angleterre, de Manchester à Nottingham. Leurs personnages parlaient donc des accents régionaux prononcés, ce qui était aussi assez nouveau à l'époque. Les cinéastes et leurs techniciens novateurs parvenaient à donner à ces paysages urbains et industriels, comme on le voit ici, et au ciel gris du nord de l'Angleterre, une dimension poétique vraiment unique. Techniquement, et Walter vous en parlera beaucoup mieux que moi dans quelques instants, les films de la British New Wave bénéficiaient des acquis des documentaires du free cinema, et notamment de l'utilisation de la fameuse pellicule HPS, au grain si particulier. Thématiquement, les films étaient encore une fois dans la continuation des films du free cinema. Leur observation de la jeunesse et de la classe ouvrière, de leurs préoccupations et leurs problèmes, se faisait j'y arriverai pas, hein, celui-là, il a du mal. Sensationnalisme ni pathos, et les cinéastes n'hésitaient pas à aborder des sujets sensibles, dont la sexualité des adolescentes avant l'ère de la pilule, les amours interraciales et l'homosexualité. Bien sûr, les films de la British New Wave n'ont pas révolutionné la grammaire du cinéma comme ont pu le faire la Nouvelle Vague française. Et c'est sans doute pourquoi leur portée a été de moindre importance, et c'est sans doute pourquoi ils sont assez méconnus en France. Dès 1963, l'humeur, peut-être en Grande-Bretagne, semblait changer, et l'ère des films socio-réalistes, dont les grands argentiers du cinéma anglais comme Rank considéraient toujours comme des films sordides, semblait révolue, notamment après l'échec commercial, sinon critique, du film de Lindsay Anderson, The Sporting Life, Le prix d'un homme, pourtant, oui, vraiment salué par la critique. Et d'ailleurs, en 1963, le nouveau film de Tony Richardson, toujours avec Walter Lassalle derrière la caméra, Tom Jones, était une comédie en costume et en couleur,
Et donc, d'une certaine manière, le temps des... Et vous aurez l'occasion de le voir demain soir, je crois. Donc, le temps des swinging 60s était d'une certaine manière venu, et cette nouvelle tendance avait eu raison du réalisme social de la British New Wave. Un mot pour finir sur l'influence peut-être à long terme des films du free cinema et de la British New Wave. C'est un petit peu difficile à dire. Certes, les futures générations de cinéastes anglais comme Ken Loach, Stephen Frears, Bill Douglas, Mike Leigh ou plus récemment par exemple Andrea Arnold ont reconnu à des degrés divers l'influence du free cinema et de la British New Wave sur leur œuvre. Mais par exemple, dans le cas de Ken Loach, sa période formative vient finalement plus de la télévision, qui dans les années 60 était vraiment un réel foyer d'innovation pour la fiction, plus que le cinéma. Disons que le free cinema et la British New Wave sont un maillon important de la chaîne réaliste, sociale et régionale britannique qui va de l'école de Grierson dans les années 30 jusqu'à Ken Loach et même peut-être, pourquoi pas, jusqu'à Billy Elliot et le Full Monty plus récemment. Je crois que j'en ai assez dit pour ce soir et je voudrais maintenant inviter Walter à me rejoindre sur scène pour parler un petit peu de tout ça lui-même. Walter. No, it's up to you. Actually, yeah, put this one on. Ça va? Ça fait un petit moment que Walter et moi échangeons en public sur ce thème du free cinema et de la British New Wave. Donc avant d'aller plus loin dans nos explications, je vous ai un petit peu déjà indiqué ça lors de mon intervention, mais Walter est toujours surpris quand on organise une programmation sur le free cinéma ou que les gens remplissent les salles pour venir entendre parler de free cinéma. Donc j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi tu es surpris. Ah oui, j'étais toujours étonné parce que dans les derniers 5 ou 6 ans, j'étais invité comme ce soir dans beaucoup de pays du monde pour parler au sujet de free cinéma. Et ça m'a toujours étonné parce qu'à l'époque, pour moi, c'était un très petit événement sans aucune importance. Et de la part de l'industrie anglaise de cinéma, c'était totalement ignoré. Et on a dit que c'était un moment, un des bouts de Tony Hutchison, Lindsay Anderson et Carol Rice, c'était de trouver un mode d'entrée au cinéma qui n'était pas facile à l'époque, qui n'est pas toujours n'est pas facile. Et c'est vrai que ça a aidé, mais pas beaucoup. L'influence la plus importante, c'était sans aucun doute le travail au théâtre de Royal Court Theatre, qui était d'abord Tony Hutchison, mais après Lindsay a aussi travaillé là-bas plusieurs fois. Mais il faut se rappeler que ça a pris 6 ans pour le premier film après le premier free cinéma. Ça a pris plus que 6 ans pour première entrée au cinéma commercial de Tony, et encore plus pour Carol et Lindsay. Alors, ça m'a étonné que maintenant on dit que c'est un milestone of British cinema history. Pour moi, c'est toujours étonnant parce que à l'époque, c'était totalement
on ne pouvait pas sentir ça à l'époque. Mais vous regardez quand même encore ces films-là avec de l'estime. C'est des films qui sont estimables quand même s'ils sont... Ce n'est pas à bout de souffle peut-être, mais... Les films existent, mais l'influence c'était presque rien. Et en tout cas, il faut savoir qu'à l'époque, les techniciens du cinéma britannique, c'était très conservateur, avec un petit C. Et quand je disais, par exemple, quelques ans après, que j'ai fait un très bon film en Grèce, c'était en 1955, alors à la même époque à peu près, ils ont dit, oh, en Grèce, qu'est-ce qu'ils savent en Grèce? Nous sommes les meilleurs techniciens du monde. Ils croyaient vraiment ça. Ils croyaient qu'ils étaient les meilleurs au monde, qui n'était pas vrai. Mais ils croyaient ça. Et quand on dit, je vais faire quelque chose de très bien en Grèce, ils sont, oh, en Grèce, qu'est-ce qu'ils savent en Grèce? Aucune importance. Est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu sur comment vous en êtes arrivé à être un caméraman et un chef opérateur au début des années 50, et votre rencontre également avec Lindsay Anderson qui a été très importante puisque vous avez collaboré avec lui sur un assez grand nombre finalement de tout petits films documentaires à cette époque, dès la fin des années 40 et le début des années 50. Donc vos tout débuts dans le cinéma, comment est-ce que... En quelques phrases, vos débuts dans le cinéma. Vos débuts, oui. Et votre rencontre avec Lindsay Anderson. La chose qui est exceptionnelle avec moi, que je ne savais pas à l'époque du tout, c'était que j'étais absolument sûr, à l'âge de 15 ans, j'étais absolument sûr qu'est-ce que je voudrais faire, précisément qu'est-ce que je voudrais faire au monde pour ma vie. Et c'était de devenir opérateur sur des longs métrages, sur des grands films, comme j'ai regardé au cinéma toutes les semaines. Et c'était mon intention, mon but, absolument sûr, à l'âge de 15 ans. Et à l'époque, je croyais que la plupart des jeunes gens sont comme ça. Mais ce n'était pas du tout vrai. Les autres n'étaient pas du tout intéressés. Ils s'étaient intéressés aux filles, mais pas à la carrière. C'est arrivé du tout ou beaucoup plus tard. Alors ça, c'était exceptionnel. Alors à partir de 15 ans, j'ai fait tout ce que je pouvais, que c'était jamais facile, pour faire un entrée, pour pouvoir entrer au cinéma. Et c'est réussi en plusieurs parties. J'ai fait un chemin au documentaire, retour à la chômage, et retour dans les grands films, comme Focus Puller, comme premier assistant à la mise en... comment dit-on? Mise au point. Et c'était pas du tout facile. Mais j'ai réussi de tourner mon premier film comme caméraman, payé. C'était en 1950, à l'âge de 23. C'était assez exceptionnel. Et encore plus exceptionnel, c'était d'avoir la possibilité de tourner mon premier grand film, le long métrage, à l'âge de 27. En 1954, qui c'était le film qui est mentionné là-bas, film de Gavin Lambert qui s'appelle Un autre ciel, Another Sky, qui était tourné entièrement à Maroc. Et ça, c'était exceptionnel, mais c'était juste le commencement. Parce que c'était d'avoir fait un premier film, on ne peut pas dire le deuxième c'est certain, non, pas du tout. Il faut lutter pour le deuxième et pour le troisième, et peu à peu, on fait l'entrée normale, on peut compter de gagner sa vie comme ça. Et quand j'étais chef de caméra à l'école National Film School en Angleterre, près de Londres,
j'ai toujours dit aux étudiants qui voulaient faire caméra, j'ai toujours dit à partir du moment que vous sortez d'ici, de l'école, il faut compter 10 ans pour l'arrivée du moment où vous pouvez être presque sûr que c'est réussi et vous pouvez gagner votre vie comme ça. 10 ans. Il faut compter 10 ans. Il y a des exemples, des gens qui ont fait plus vite, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. C'était jamais facile. Ni aujourd'hui c'est facile, mais c'est plus facile maintenant comme à l'époque, parce qu'à l'époque, au commencement, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune école de film, ça n'existait pas. Il fallait trouver son training comme on peut. J'étais clapper boy, j'étais focus puller, et dans les documentaires, et dans le grand film, et après le chômage, et après ça durait assez longtemps. Mais quand même, je suis arrivé assez jeune, au moment où je pouvais penser, probablement, je pourrais gagner ma vie comme ça maintenant, à partir de maintenant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quelques mots votre rencontre avec Lindsay Anderson et votre rencontre avec Lindsay Anderson? Avec Lindsay Anderson. Qui était Alors, importante au Lindsay début de Anderson, j'ai rencontré Lindsay Anderson à l'époque où il était critique. Il écrivait le journal Sequence qui était montré. Et on a agréé, on était d'accord pour que je vais distribuer le journal au studio, mais ça, c'était pas facile non plus, parce qu'il y avait plusieurs studios où ils m'ont pas laissé entrer, même à la porte principale. C'était pas facile. Mais j'ai fait comme ça, et il a fait ce qu'il peut pour m'aider, pour arriver dans le cinéma, mais c'était beaucoup avant qu'il a fait son premier film. Alors, quand il a eu la chance de faire pas son premier film, parce que son premier film, c'était un documentaire pour une société qui fabriquait des escalators, escalators, dans le nord d'Angleterre, à Wakefield. Ils étaient copains avec une dame de la famille qui faisait ça. Ils lui ont dit la chance de faire un documentaire sur ce sujet. Et moi, j'ai fait il y avait un deuxième film pour la même société. C'est moi qui ai fait le deuxième et le film après. Et à la même époque, j'ai fait le film Wakefield Express sur le journal régional de Yorkshire qui s'appelait Wakefield Express. Et c'est commencé comme ça. Et vous aviez aussi travaillé sur le court-métrage Thursday's Children, qui avait eu l'Oscar du meilleur court-métrage en 1953. Thursday's Children, oui. Oui, c'était à peu près à la même époque, oui. C'était avant Free Cinema. Oui. Mais ça aussi, c'était un film exceptionnel pour le sujet, pour la chance de le faire, pour l'exécution, comme on pourrait le faire avec des moyens très très simples, hein, caméra à la main, et sans tourner dans notre chambre par une petite porte qui était pour servir la nourriture, et on a tourné pour ça avec un verre pour pas transmettre le son aux caméras. C'était très simple et très improvisé, parce que les moyens techniques pour caméra et pour le son et pour synchroniser le son avec la caméra, c'est arrivé beaucoup plus tard, 10 ans plus tard. Est-ce que vous pourriez nous montrer un petit peu cet objet? Oui, pour le même Bolex, si ce n'est pas exactement le même modèle que vous utilisiez. Oui, pour le film Mama Don't Allow, je raconte toujours que ce film, pour moi, c'est un film fait avec
un Bolex et une échelle. Parce qu'après quelques répétitions, on était connus par tout le monde là-bas. Et j'ai mis l'échelle au centre de la piste, là où il dansait. Et je suis monté avec la caméra Bolex, et j'ai tourné comme ça. Et c'était la caméra, comment dit-on, spring-loaded, au moteur, au rotor. Et la scène la plus longue qu'on pouvait faire avec ces caméras, c'est 21 secondes. Après, c'est fini avec le moteur. Il y avait un moteur électrique, mais tout ça, c'était plus lourd et après. Alors, les moyens, c'était extrêmement simple. Mais ça suffit. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? C'est l'œil qui compte, pas le matériel. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu? Ça fait comme ça. Même pas ça, je vais pas ça. Mais il manque le viseur, il y a un viseur ici qui manque. Il y a un autre modèle un peu plus tard. Il est arrivé un autre modèle de ce caméra avec un viseur où on pouvait voir à travers la focale principale. Mais dans ce caméra, il y avait un viseur attaché à côté. Ce n'est pas très bien parce que ce n'est pas exact. Et par rapport avec quelques caméras vidéo maintenant, c'est assez lourd. Voilà. Quelques mots sur la pellicule HPS. Ok, oui, c'était important qu'à cette époque, la société Ilford, qui était en compétition de concurrence avec Kodak, la société Ilford a fait 4 matériels. Donc, un, c'était très sensible, avec une sensibilité de 400 ASA, qui était beaucoup. Et avec ça, on pouvait tourner avec très, très peu de lumière. Et sans ce matériel, les scènes que vous avez vues au centre de Londres, au Piccadilly Circus, ça ne serait pas possible avant l'invention de ce matériel très sensible. C'était faisable à cause de l'invention de ce matériel très sensible de 400 ASA. Mais donc oui, vous et John Fletcher étaient vraiment les premiers à l'utiliser. On a pu lire... Presque en même temps. Je me souviens d'avoir une conversation une fois avec Ralph Coutard, qui m'a dit qu'il a pris le même matériel parce qu'il savait que c'est moi qui utilise ce matériel en Angleterre, et ils ont copié ça. Mais en principe, nous n'avons pas copié la nouvelle vague française. La nouvelle vague française n'a pas copié nous. C'était arrivé en même temps, simplement. Because the time was ripe. Je vais poser une dernière question. Assez de moi, question. Exactement. On va ouvrir... on va vous donner la parole. Une dernière question pendant que vous vous préparez. Est-ce qu'on travaille de la même façon sur un film, par exemple, comme Taste of Honey ou les longs métrages de la British New Wave, que les méthodes que vous avez utilisées dans les cours du free cinema? Oui, mais dans un film comme Taste of Honey, dans tous les grands films, on peut dire, mon expérience dans le documentaire m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a beaucoup d'occasions dans un tournage comme ça, où cette expérience de documentaire est très valable, ça a aidé beaucoup. Pour caméra à la main, vous savez, à l'époque, caméra à la main, c'était absolument défendu. On dit non, on ne fait pas ça, c'est amateur. Non, c'est absolument hors question.
les techniciens conventionnels, conservateurs, ont dit que caméra à la main, c'est pour les newsreels, pour actualité. Ce n'est pas, on ne fait pas ça dans les grands films. Alors tout ça, c'était tout à fait nouveau. Et pour ce genre de tournage, caméra à la main et d'autres choses pareilles, mon expérience dans les films documentaires m'a beaucoup aidé, absolument. Et c'est vrai qu'on pourrait penser, à partir de ce que j'ai passé 1 heure à vous dire, que Walter Lassalle a commencé à faire des courts-métrages avec le Free Cinema et qu'ensuite il est arrivé sur les films de la Nouvelle-Valse britannique. Mais en fait, ça faisait déjà un moment qu'il faisait des longs-métrages ailleurs. Donc il a parlé du film de 54 de Gavin Lambert, mais il avait déjà fait plusieurs films en Grèce avec Kakoyannis. Et donc il avait déjà une certaine expérience, une certaine habitude de faire des longs métrages. Et par exemple, les films que vous avez tournés en Grèce, aussi en noir et blanc, est-ce que vous travaillez de la même façon ? Oui, mon premier film en Grèce, c'était La fille en noir en 1955. Alors c'était jusqu'avant Free Cinema. Et c'est arrivé par chance parce que Michel Kakoyannis avait une expérience assez mauvaise avec son deuxième film, Sella, avec Melina Mercouri, où il a utilisé un vieux opérateur grec qui était résident en Égypte. Il habitait en Égypte et il avait beaucoup de difficultés avec lui. Alors il cherchait quelqu'un de nouveau pour son prochain film, qui était La fille en noir. Il a rencontré Lindsay à Cannes et Lindsay il a raconté les problèmes et Lindsay a dit pourquoi vous prenez pas Walter. Il a dit d'accord, il m'a pris sans me savoir, sans me connaître et sans avoir vu, il n'a pas vu aucun film que j'ai fait avant, pas beaucoup en tout cas. Et comme ça, je suis arrivé un soir, en fin septembre en 1955, à l'aéroport d'Athènes. Et à cette époque, on pouvait attendre quelqu'un sur la piste. Il n'y avait pas les sécurités, les restrictions de sécurité. Et en bas de l'escalier qui appartenait à l'avion, il se trouvait Kakoyannis et les deux acteurs principaux, Elie Lambert et Dimitri Horn, qui étaient tous les trois étaient en tenue de soir. Ils attendaient, je sais pas quoi, ils attendaient un English gentleman. Et je suis descendu de l'avion avec un visage de garçon de 18 ans. J'avais 28 ans, mais comme maintenant, ça paraît 10 ans moins, comme maintenant. Parce que si je demande combien d'années vous me le donnez, vous allez probablement faire une grande erreur. Parce que j'ai presque 90 ans. 90. Est-ce que je peux vous donner la parole ? Ne soyez pas timide, madame. Essayez de poser des questions courtes, s'il vous plaît. Je voulais savoir si vous aviez des contacts avec les jeunes auteurs, les Angry Young Men, si vous les connaissiez personnellement, si vous discutiez avec eux des sujets. Contact avec qui ? Mais oui, j'étais en contact avec John Osborne, Tony Richardson, bien sûr. L'autre monsieur qui était George Devine. Oui, je connais tous ces messieurs très bien. Oui. Par exemple, est-ce que vous travaillez avec Silito quand vous avez fait Alan Silito? Est-ce que vous avez travaillé avec lui non, pas directement. il avait quand même pris les livres que vous avez non, filmés. Pas directement, non.
Ah, je l'ai rencontré une fois, deux fois, mais pas vraiment, non. Mais Sheila Delaney, connaissait très bien, je connaissais très bien. Ne soyez pas timide. J'ai connu très bien. Monsieur, au fond. Je me souviens que quand je suis arrivé à Paris avec mon français de l'école, et je suis allé dans un hôtel qui m'était recommandé, oui. Parce que là, il habitait un journaliste américain, Gene Moskowitz, qui avait sa chambre et son bureau, c'était la même chose, au 5e étage de ce petit hôtel qui s'appelait Hôtel du Mont Blanc. Et je suis arrivé à l'entrée et il y avait cet hôtel était tenu par une famille de Marseille. Alors il parlait avec l'accent très connu comme ici de Marseille. Et j'ai dit avec mon français de l'école, j'ai dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que vous parlez l'anglais ?» Il a dit « Non, mais vous parlez très bien le français monsieur. Ah, lentement, lentement. » Une question. You said that the time was ripe. Vous avez dit que le temps était mûr avant. Et je voulais savoir, aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'on a de filmer, de tourner des films, qu'est-ce que vous pensez que les défis que doit relever l'amateurisme? Amateur. But now. What do you think the challenges? What challenges do we have to pick up on? Well, the challenges of making films today. Well, generally, not amateur. I'm not sure. Amateur, of course. En ce regard. In a way, the same, the same conditions as. Alors, free cinema. quand je dis toujours, plusieurs fois, j'ai dit que il y a plusieurs méthodes de faire un film. Il n'y a pas une seule méthode. Et par exemple, on m'a dit en Amérique, pour chaque film en Amérique, on a besoin d'un grand camion qui s'appelle 40-footer parce que c'est en longueur de 40 pieds. Et on m'a dit une fois, à New York, c'est très normal. La police, la coopération de la police est très facile à New York. Si on va faire un film à New York, ils font la clôture tout en bloc. On dit, pas de parking ici demain, après-demain, après-demain, parce que c'est réservé pour un tournage de film. Ça peut se faire à New York, pas à Londres. À New York, on peut faire ça. Alors, I've lost the thread. Sorry, I've lost the thread. Alors, ah oui. Alors, on m'a dit une fois, on m'a dit à New York, how can you make a film without a 40-footer? Comment c'est possible de tourner un film sans le camion de 40 pieds? Mais j'ai dit en Allemagne, par exemple, en allemand, on fait la même chose avec un Volkswagen Bus. Comme ça. Ça va aussi. Il y a plusieurs méthodes de faire un film. Est-ce que vous avez essayé vous-même de filmer un petit peu avec le numérique? The digital technology. With the video, yeah. Oui, maintenant, film c'est presque fini, c'est plus fabriqué, très peu maintenant. J'aimerais faire un grand film cette année. Et j'ai pensé, c'est un film qui se passe dans les années 30, en 1930, et j'aimerais le faire en noir et blanc, et j'ai pensé de faire en film, mais c'est très difficile. Il y a très peu de films de matériel qui est fabriqué. Kodak s'est arrêté, beaucoup de films ne fabriquent pas plus, ne se fabriquent plus. Et par contre, le vidéo est très bon maintenant. Chaque année, c'est meilleur. Et j'ai pas de problème dans ma tête. Je crois que je pourrais faire ce film
également bien en vidéo. Maintenant, c'est possible. Monsieur au fond. Oui, s'il vous plaît, une question sur le choix des scènes, sur le choix des milieux qui sont filmés. C'est-à-dire on a affaire à un milieu populaire, un milieu ouvrier, un milieu urbain. Est-ce qu'il s'agit quant à la motivation, est-ce qu'il s'agit de rendre compte de milieux qui étaient effectivement très peu montrés, de leur donner une forme de noblesse quant à leur vie quotidienne? Ou est-ce qu'il s'agit aussi peut-être, ou en plus, d'envisager quelque chose, un projet politique en quelque sorte, qui consiste à dénoncer un environnement parfois dégradé, parfois pénible, parfois difficile. On a vu ce qu'il en était des bidonvilles, par exemple, urbains de l'Angleterre de l'époque. Quelle est la motivation première? Est-ce qu'il s'agit de rendre compte, de témoigner, ou peut-être même, donc, selon un projet politique, de dénoncer et de montrer effectivement une misère urbaine particulière, ou simplement la vie quotidienne de milieux qui n'avaient pas accès précisément à l'image, et pour leur donner effectivement une visibilité et aussi une reconnaissance sociale? Alors, avant d'essayer de traduire ça pour Walter, je rappelle que Walter n'était que le caméraman, hein, c'était pas le cinéaste, donc c'était pas forcément son projet. God, merci. What was the Free Cinema Group's motivation in shooting and in filming the kind of popular classes? Was there a political agenda there? Did you want to criticize anything in particular, or did you just want to put these people on the screen, really? Yeah. Non, pour la plupart des productions de ces années de Free Cinema, il n'y avait pas de programme politique. Seulement pour March, pour Almost All the Mouse, après quelques-unes. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'était de faire un film sans quelqu'un qui te regarde à travers l'épaule. C'est-à-dire libre, dans ce sens-là, où il y a normalement dans tous les grands films, dans presque tous les films, il y a quelqu'un qui représente l'argent, the front office, ils ont des idées pas les mêmes. Alors, ils te regardent derrière avec des idées, normalement des mauvaises idées, et c'est la liberté des films tournés dans le cadre de Free Cinema qui me plaisait, l'idée de faire un film sans intervention de quelqu'un de la côté de l'argent, donneur de l'argent. Moi, je pourrais rajouter juste une petite chose. Walter peut ne pas être d'accord avec ça, mais on a souvent dit, par exemple, que les films de la Nouvelle Vague étaient nés de cette génération qui avait vécu certaines horreurs de la guerre, qui avait vu les reportages sur les camps de concentration à la fin de la guerre, et que donc ils avaient créé une nouvelle grammaire du cinéma, un petit peu à cause de ça. Et je dirais que c'est aussi, pour moi, ça a toujours été un petit peu intéressant que certains membres clés du groupe du Free Cinema avaient aussi vécu ça, ou en tout cas Walter avait fui l'Allemagne nazie à la fin des années 30, Carol Rice avait été sauvée in extremis de Tchécoslovaquie en 1939, alors que toute sa famille a été exterminée. Lorenza Mazzetti, qui a fait le magnifique Together, a vu toute sa famille se faire exterminer également en 45 ou fin 44 par les nazis. Donc je pense que ces horreurs-là ont peut-être un petit peu joué dans le fait qu'ils aient choisi de montrer la vraie Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne populaire telle qu'elle vivait dans les années 50. Je pense qu'il y a peut-être un petit quelque chose là. Voilà. Une autre question, j'ai aucune idée de l'heure, donc vous me dites si on doit vraiment arrêter tout de suite, si on peut encore une ou deux questions. Une dernière question alors? Qui la veut? Il ne reviendra pas de sitôt. Je voudrais faire un petit expériment de l'éclairage. Vous avez contact avec les gens qui contrôlent les lumières?
Je vois. Là-haut, oui. Ah, bon. Ah. Alors, non, pas comme ça. Alors, le grand là-bas, le petit là-haut. Le grand là-haut, on peut les séparer ou non? C'est possible. On voit que vous avez été responsable de la lumière sur les tournages. C'est de là-haut, là-haut. Si. La cabine en haut à gauche. Oh. C'est tout ou rien. Alors, on peut. On a presque étendre, fini de toute façon. C'est pas Walt. possible. Ok. Allez, une dernière question pour la route, Trop de lumière. s'il vous Il y plaît. a 4 et on a besoin de 2. Alors moi j'ai envie de vous en poser une peut-être. Alors je sais pas si ce sera la dernière, mais en quoi est-ce que un Oscar change une carrière? Donc vous avez eu l'Oscar de la meilleure photographie en 64 pour Zorba le Grec. Est-ce que ça a changé votre carrière ou pas? Ouais, en principe, un Oscar peut beaucoup aider. Et moi, j'ai pas utilisé cette chance. Et après, je regrettais un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que juste après, j'avais deux offres de grands metteurs en scène, un de Oscar Preminger et un deuxième de Stanley Donen, et j'ai rejeté tous les deux parce que je n'aimais pas les sujets. Et j'avais une dame qui travaillait comme mon agent, et elle ne voulait pas dire au ce monsieur la vérité. Alors, il a dit que Walter n'est pas libre, il est occupé. Et les autres, les deux messieurs, Stanley Donen, ou leur producteur, pas eux-mêmes, ils ont trouvé que c'était un mensonge. Ils ont dit non, ce n'est pas vrai, parce qu'on a contrôlé ça, on a regardé ça. Et il ne fait rien à ce moment. Et Kate, l'agent, elle s'appelait Kate, elle a dit non, il fait un documentaire, qui était vrai, parce que je travaillais pour le centre de cinéma canadien pour 5 mois, non, pour 7 mois. Et il ne pouvait pas croire que quelqu'un comme moi peut préférer un documentaire à un grand film de Stanley Donen ou de Oscar Preminger. Pour ces deux messieurs, c'était incompréhensible. Et voilà. Dernière question. On arrête là. Walter Lassalie.